Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 8 de ce Tour de France 2023. On va revenir un petit peu sur le parcours de cette étape, l'histoire, la météo et puis mes favoris que vous aurez en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape. Si vous voyez, pourquoi pas la victoire d'une échappée, plutôt d'un leader, en sachant qu'il y a des sondages, parce que hier, pour l'étape d'hier, j'ai oublié de les mettre. Et là, il y aura des sondages pour cette étape. Parce qu'en fait, j'ai fait une commande juste après avoir uploadé la vidéo et après, j'ai complètement oublié, pour tout vous dire. Je fais mes commandes à 21h30, ce qui montre que voilà, il y a beaucoup d'activités en ce moment sur la chaîne. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous avez également la possibilité, si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens, de faire un super thanks et vous pouvez aller voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Petite préférence pour Spotify, vous pouvez également aller voir TikTok et vous abonner sur TikTok avec le débrief rapide de l'étape. On commence tout de suite cette journée, cette présentation d'étape du côté de Limoges, Libourne-Limoges, un petit avant-goût du Tour de Limousin, du final du Tour de Limousin qui aura lieu au mois d'août sur le Tour de Limousin, avec cette dernière étape du côté de Limoges qui est toujours un petit peu technique, avec un peu de vallonné, et c'est au programme de cette journée. C'est-à-dire que sur le profil, on a l'impression que l'étape est plutôt plate, voire très plate. Mais en fait, le profil, il est un peu traître parce que on sait très bien que le Limousin, c'est vallonné. Alors, c'est pas extrêmement dur, c'est-à-dire qu'on n'a pas des gros pourcentages, hein, c'est 5-6% maximum, c'est pas des côtes très longues. Mais c'est toujours un petit peu en prise. En plus, les routes n'ont pas toujours un bon rendement. Aussi, donc il faut toujours faire attention dans ces coins-là. C'est pas des gros pourcentages, c'est pas des grosses côtes non plus, mais c'est mal place. C'est une étape qui peut être usante dans la dernière partie de journée. Vraiment, c'est une étape en deux parties. Vous avez la première partie en Dordogne qui est très plate. La deuxième partie, elle est sur des routes un peu plus techniques et un peu plus vallonnées. Donc, il faudra faire attention du côté de cette étape, parce que le Tour du Limousin, c'est rarement gagné par un sprinter. Et la dernière étape du côté de Limoges, on a vu parfois des surprises avec parfois des gros combats sur ce type d'étape. Et puis, deux côtes de 4e catégorie en fin d'étape, dans les 20 derniers kilomètres. C'est à prendre en compte également. Dénivelé positif 1996 mètres, donc c'est pas extrêmement important. C'est la 14e étape dans ce classement. Et du côté du classement de la montagne, il y a 5 points au maximum à récupérer. On regarde tout de suite la présentation de cette étape. On regarde tout de suite le parcours de cette étape numéro 8 de ce Tour de France. Commence à être long là. Pour les numéros d'étape, ça commence à être dur. Étape numéro 8, donc on part de Libourne pour aller à Limoges. Et vous le voyez, c'est ce qui est assez marrant, c'est qu'on va traverser la Dordogne. Et il va y avoir vraiment une démarcation entre la Dordogne et la Haute-Vienne. C'est à partir de la Haute-Vienne où ça va commencer à être compliqué. C'est vraiment la portion en Dordogne, elle est très plate. Et la portion dans la Haute-Vienne qui va nous amener jusqu'à Limoges, eh bien c'est là où ça va être beaucoup plus technique. Et sur des routes un peu plus petites aussi, un peu moins belles, un peu plus techniques, voilà, avec beaucoup plus de courbes. Comme vous pouvez le voir, sur la première partie, on est sur des routes très droites. Et là, il y aura vraiment pas mal de petits virages, de petites courbes, des routes pas forcément avec un bon rendement aussi, un peu la particularité de cette région. Et puis, quand on arrive aux abords de Limoges, eh bien, c'est deux difficultés de 4e catégorie avant d'arriver dans Limoges pour la fin de cette journée. On regarde tout de suite le profil. On part de Libourne pour aller à Limoges. 201 km qui, on peut dire, se divise en deux parties. 124 premiers kilomètres plutôt plats, notamment avec le passage au sprint intermédiaire à Tocane-Saint-Apre au kilomètre 79. Donc je pense qu'on aura une échappée qui partira. Et puis la deuxième partie de journée, beaucoup plus vallonnée, notamment avec la côte de Champ-Romain. Côte de 3e catégorie au kilomètre 130, c'est-à-dire à 70 km de l'arrivée. 2,8 km à 5% de moyenne, cette côte de 3e catégorie, on la voit tout de suite. C'est assez roulant.
De toute manière, aujourd'hui, c'est pas non plus des gros pourcentages, c'est juste que c'est des routes en prise sur la dernière partie de course. C'est du 5, 5,5, parfois 6%, mais tout le temps en prise. Voilà, c'est-à-dire que ça va monter, descendre, donc c'est ça qui va être chiant, on va dire, pour les coureurs. Donc ça, c'est 2,8 km, donc côte de 3e catégorie. On est vraiment à la limite entre 4e et 3e catégorie avec ce type de montée. On poursuit par Dournazac, pardon. Vous voyez qu'on est un petit peu en faux plat montant en prise, le passage à chalut, et puis ensuite on redescend, mais toujours avec des petites bosses, c'est pas vraiment des descentes nettes avant les deux dernières difficultés de la journée, au kilomètre 184,5, c'est-à-dire à peu plus de 16 km de l'arrivée, la côte de Massemont, 1 km 3, 5,3 de moyenne, voilà un petit mur léger, 6-5%, voilà, 1 km 3, c'est pas très dur, voilà, c'est un petit... c'est un répète-chaud, c'est même pas un mur, c'est une petite côtelette, moi comme je les appelle. Donc voilà, une petite côte très légère. Et puis on redescend vers Condat-sur-Vienne. Ça sera un peu plus tard. J'ai pas le kilométrage pour tout vous dire, ça va être aux alentours du kilomètre 190. Côte de 1,2 km à 5,4 de moyenne, côte de 4e catégorie, cette difficulté de Condat-sur-Vienne, encore très régulier. C'est même dommage qu'on n'ait pas mis une petite bonification à cet endroit-là pour dynamiser peut-être la fin de journée. Et puis ensuite, on arrive vers Limoges. Et l'arrivée est en faux plat montant. On regarde ça tout de suite. J'enlève ma chaîne météo. Hop là. Du côté de Limoges, les 5 derniers kilomètres. Donc avant les 5 derniers kilomètres, c'est vraiment des belles routes. Et à partir des 5 derniers kilomètres, on rentre vraiment dans Limoges. Notamment à 4 km 500, on aura un rond-point terre-plein central. On aura le droit de passer des deux côtés. Et puis on aura un deuxième terre-plein central qui sera à 4 km 2. 4 km 1 même de l'arrivée. On continue sur cette départementale 11 et là on aura un passage très technique juste avant 3 km de l'arrivée vers 3 km 500, 3 km 200 de l'arrivée avec une épingle à prendre et un deuxième virage serré aux 3 km, un virage à angle droit. On passe le pont de la Révolution, nouveau virage à angle droit, deux virages à angle droit sur la droite, pardon. Et puis aux 2000 mètres, on se retrouve de nouveau sur une belle route, voilà 2000 mètres. Deux virages, un plutôt ouvert au niveau du kilomètre sur la gauche et puis un deuxième à angle de nouveau sur la gauche pour arriver dans le final de cette étape avec une ligne droite finale de 800 mètres dont 200 mètres à vue et 6,50 m de large. Pourquoi seulement 200 mètres à vue? Parce que c'était une arrivée en faux plat montant à peu près 7% je crois de moyenne. Non, 4,3% de moyenne, donc pas du tout 7% de moyenne, mais voilà, donc ça veut dire qu'il y a une petite bosse dans ce dernier kilomètre du côté de l'arrivée. Vous pouvez le voir ici, hein, vraiment au kilomètre, on va grimper un petit peu. Donc une étape, voilà encore une fois, qui paraît un petit peu plus facile qu'elle ne l'est en réalité. Du côté de la présentation de l'étape, on a deux points Strava sur cette journée. Ce sont les deux dernières côtes de la journée, la côte de Massemont. Le COM, c'est-à-dire le record, on va dire, de cette montée, on va dire ça comme ça, appartient à Théo Vimpert, qui a été professionnel pendant quelques années, qui détient ce record en 2 minutes 24. Vous avez un Lydian Calmejane qui est en 2,46, un Stéphane Pouliès en 2,47. Sur cette montée, on est à 30 km/h, parce qu'à part Théo Vimpert qui est à 33, les autres sont plutôt à 30 km/h. Dans cette montée qui n'est pas extrêmement longue. La moyenne chez les professionnels, elle est de 3 minutes 39. Et la deuxième montée, qui est la côte de Condat-sur-Vienne, qui est détenue par Nicolas Hamon, qui n'est pas un coureur professionnel, qui est en fait champion de France du scratch. Je rappelle, le scratch en cyclisme sur piste, c'est une épreuve presque de course en ligne, c'est-à-dire que c'est le premier à l'arrivée qui gagne la médaille. Il n'y a pas de système de course au point, il n'y a pas de système de points. Et j'ai un Dimitri Peskens qui est à 2 minutes 40 et parmi les professionnels. Et surprise, j'ai également le chrono de José Bové, 2 minutes 44, parce qu'il y a un mec sur Strava qui s'appelle José Bové. Ça m'a fait rire, voilà, quand j'ai vu ça. Bon, on est aux alentours d'une petite trentaine de kilomètres heure également sur cette deuxième montée. 3,43 le temps moyen
chez les professionnels et 2,29, donc le record. Un petit bâillement, excusez-moi. L'histoire du Tour de France 1995, aujourd'hui, avec l'étape numéro 18. Je pense que certains voient déjà où je veux aller avec cette étape. C'est une étape de moyenne montagne avec pas mal de petites bosses qui jalonnent ce parcours. Les derniers kilomètres de l'étape sont en montée, ce qui ne plaît pas vraiment aux sprinteurs, mais peut-être que Laurent Jalabert va profiter de cette journée pour reprendre la 3e place à Björn Riis, le Danois. Au général, c'est Indurain qui est en tête avec 2 minutes 46 d'avance. Sa 5e victoire consécutive est quasiment assurée désormais. Cette fin de Tour de France est un petit peu particulière parce que lors de l'étape numéro 15, l'Italien Fabio Casartelli est décédé dans la descente du col du Portet d'Aspet et pas le col d'Aspin comme je l'avais dit lors de la présentation. Ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'encore une fois, cette étape-là, je l'ai écrit il y a une dizaine de jours. Donc il y a vraiment un Alzheimer précoce chez moi. Hein. Non, c'est de la cofondite aiguë. Vraiment, c'est de la dyslexie, hein, tout simplement. Pour Casartelli, il y a une erreur de ma part. Tout simplement, le coureur de l'équipe Motorola qui a frappé un plomb en béton avec la tête, il ne portait pas de casque, ce qui n'était pas obligatoire à l'époque. En fait, il va falloir attendre 2003 avec la mort d'Andrei Kivilev, le coureur de la Cofidis, pour que ça devienne obligatoire sur Paris-Nice. À part en Belgique où on devait déjà porter le casque. La Belgique était en avance sur d'autres territoires là-dessus. Donc sur les courses belges, vous voyez notamment pas mal de coureurs porter des casques dès les années 90 avec ces casques qui étaient pas, je suis pas sûr que ça protégeait énormément. Dans certains cas, ça ressemblait plus à des boudins en caoutchouc qu'autre chose. Quand vous regardez certains casques dans les années 80-90, vous vous dites en cas de choc, je suis pas sûr que ça protégeait extrêmement bien. Mais après, dans les années 90, vous savez déjà faire des bons casques, hein, pour tout vous dire. Même moi, hein, quand j'ai été enfant, j'ai eu des beaux casques. Mais plus dans les années 2000, moi, l'enfance. Mais j'avais un casque dès la maternelle. Mes parents m'avaient dit... Ils m'ont vu descendre une fois à vélo, ils se sont dit tout de suite, faut lui prendre un casque. Il meurt des suites de ses blessures. Alors de manière surprenante, hein, ça va pas lancer de débat sur le port du casque, cette chute de Fabio Casartelli, parce que moi je m'étais dit, de manière surprenante, Kivilev, tout de suite après, on dit il faut porter le casque, voilà, il faut le port du casque pour les coureurs, c'est obligatoire. Pas avec Casartelli, et en fait c'est dû à une chose. C'est le médecin du Tour de France de l'époque, Gérard Porte, dont on avait déjà parlé hier, qui déclare que le port du casque n'aurait probablement pas permis à Casartelli d'échapper à la mort. Bon, c'était peut-être un peu prétentieux de sa part, ce qui fait que ça ne va pas faire de débat sur le port du casque du tout, et le débat sur le port du casque, en fait, il arrivera vraiment au moment de la mort de Kivilev. L'étape part sur un gros rythme, Jalabert tente de s'échapper, et il est toujours suivi par Björn Riis. En plus, la Banesto... je voudrais aussi rappeler que le port du casque n'empêche pas non plus de décéder, hein, parce que c'est pas un casque intégral, et même avec un casque intégral, selon l'angle d'impact, on peut mourir. Je rappelle juste Craig Breen en WRC, qui est mort avec un choc à 32 km/h. On ne peut pas dire que les voitures de rallye, il n'y a pas énormément de protection à l'intérieur. Donc, Jalabert tente de s'échapper, toujours suivi par Riis. Et en plus, Banesto d'Indurain ne veut pas les laisser partir. Il faut attendre la côte de Saint-Sulpice pour voir un premier groupe sérieux s'échapper. On retrouve François Simon de Castorama avec 3 hommes, mais ce groupe-là ne va pas rester en tête longtemps. Il est repris au kilomètre 82. La bonne échappée se forme juste après, sous l'impulsion de Ferrigato de la Télécom. On retrouve 12 hommes à l'avant, notamment Jean-Cyril Robin, Andrea Taffi ou encore Massimilian Schiandri, coureur qu'on verra notamment du côté de la Française des Jeux, Schiandri. Alors, particularité également de cette échappée, c'est que nous avons Lance Armstrong avec Johan Brunel, son futur manager du côté de l'US Postal. Ça n'a pas dû arriver souvent de voir les deux en échappée ensemble. À 29 km de l'arrivée dans la côte de Villeneuve, Armstrong s'enfuit et il ne sera jamais rattrapé malgré les efforts d'Andrea Taffi. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, Armstrong, c'était pas du tout le coureur qui va être déclassé des 7 Tours de France. C'était un coureur qui était un spécialiste du chrono
et des classiques d'un jour, notamment les champions du monde en 93 à Oslo, vainqueur de la Classica Saint-Sébastien en 95, de la Flèche Wallonne en 96, mais c'était absolument pas un spécialiste des grands tours à ce moment-là. Alors l'image marquante, bien entendu, de cette étape, c'est Armstrong, les doigts vers le ciel, pour rendre hommage à son équipier Casartelli. Et derrière, Ferrigato fait 2 devant Ekimov. Dans le peloton, Pantani sort dans le final et il reprend une vingtaine de secondes à tout le monde, mais l'Italien n'est pas vraiment dangereux. Il est en dehors du top 10 et il faut savoir que cette victoire d'Armstrong fait toujours partie du palmarès de Lance Armstrong. Je rappelle que Lance Armstrong a perdu ses résultats, mais qu'à partir de août 98, c'est-à-dire à partir de la Vuelta 98, je crois, parce qu'à l'époque, il est à la Cofidis en 98, parce qu'il est recruté en 97 par Cyril Guimard. Sauf qu'il a encore son cancer, donc il va commencer à courir qu'en 98, il va rester que 6 mois à la Cofidis, et ensuite il part chez US Postal avec Johan Brunel. Et donc les résultats sont annulés à partir de août 98, mais avant août 98, tous ces résultats sont conservés. Donc Lance Armstrong est toujours champion du monde et il doit avoir 3 ou 4 étapes à son palmarès Armstrong qu'il a remporté sur les premières années sur le Tour de France. On regarde tout de suite le cycliste du jour. Et on parle de Luc Leblanc, qui est né à Limoges. Luc Leblanc, il est né à Limoges, il a été pro de 1987 à 1998. Alors, il faut savoir que Luc Leblanc, ça a même été redit chez Vincent Moscato, juste avant le Tour de France. Pourquoi il a commencé le cyclisme? De manière assez surprenante, il a décidé de se mettre au cyclisme alors qu'il a été renversé par une voiture avec son frère quand il était enfant. Alors lui, il va avoir beaucoup de blessures et puis son frère va mourir quasiment devant ses yeux. Donc c'est une histoire quand même qui n'est pas banale. Champion du monde 94 où la France domine ces championnats du monde là. Il porte peu ce maillot de champion du monde parce qu'il va être dans l'équipe Le Groupement. Alors, ça, il faut raconter l'histoire un petit peu de cette formation. Le Groupement, alors au milieu des années 90, la fédération va décider de favoriser la professionnalisation des équipes. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, beaucoup de coureurs français commencent à se retrouver au chômage et donc ils vont lancer des projets. Alors, il y a des projets qui sont parfois basés sur des équipes amateurs. C'est le cas de Aubert 93 qui se lance à ce moment-là. Il y a aussi l'équipe Force Sud, il y a l'équipe des mutuelles, c'était les mutuelles de l'Ouest, je sais plus, il y a les mutuelles, il y a une équipe sponsorisée par Agrigel aussi qui vont sponsoriser. Quasiment tous ces projets-là tombent à l'eau, sauf quasiment Aubert 93. Et puis il y a l'équipe Le Groupement qui est en fait une équipe qui se lance à peu près à la même période, mais en fait qui est basée, c'est vraiment l'idée de faire une équipe professionnelle avec l'équipe Le Groupement, sauf que pas de chance, il lance l'équipe en 95, et en fait dès fin 94, il y a des enquêtes sur les méthodes de Le Groupement. Alors le Groupement, je crois que c'était, il faisait du travail de commercial, je ne sais pas trop ce qu'il faisait, parce que j'essaie de me renseigner, mais j'ai pas eu beaucoup d'informations là-dessus. Et en fait l'équipe Le Groupement va pas durer longtemps parce qu'elle s'arrête en juillet 95 à cause de la faillite en fait du sponsor. En fait, c'était une entreprise qui était très prolifique dans le début des années 90, sauf qu'en fin 94, il y a des enquêtes dans certains journaux qui montrent que grosso modo, il y a des méthodes pour former les commerciaux qui sont dignes des méthodes d'une secte. Et qu'en fait, le groupement ressemble énormément à une secte. Ça va faire énormément de mal à cette entreprise qui va faire faillite quasiment 6 mois après. Et donc, les mecs, quand Luc Leblanc et d'autres coureurs se lancent dans le projet de groupement, ils se disent « Oh, c'est une équipe qui a l'air insolide, il y a un gros sponsor derrière. » Et en fait, en 6 mois, l'entreprise croule. 2 étapes du Tour de France, en 1994 devant Indurain et en 96 c'est l'étape des Arcs parce qu'en 93 ils trouvent une porte de sortie du côté de l'équipe Polti. 4e au général en 94, 6e en 96. Vuelta 94, 6e du général et classement de la montagne, 21 victoires professionnelles. Champion de France 92 face notamment à Gérard Ruet, son coéquipier du côté de chez Castorama. Et il y aura une inimitié qui va démarrer ce jour-là et qui va se poursuivre pendant toute leur carrière. Et puis lors du procès Festina, il avoue s'être dopé sur certaines courses, notamment
à partir de 94. Donc voilà, il s'est dopé pour conserver son niveau, pour continuer à avoir des contrats de coureurs professionnels. Bon, mais il avoue s'être dopé à ce moment-là, alors qu'il n'était pas obligé de le dire parce qu'il venait d'arrêter sa carrière. Donc voilà, lui, il a décidé de le dire. Et c'est vrai qu'ensuite, il a un peu disparu des pelotons. Enfin, des pelotons et des courses. Luc Leblanc. Météo, grand soleil, température entre 30 et 33 degrés. Je rappelle que c'est la température sous abri. Autant vous dire qu'il va faire beaucoup plus chaud en ressenti. L'indice UV compris entre 8 et 9. Autant vous dire que c'est un classement sur 10. Donc le soleil va taper très fort sur les coureurs. Vent d'ouest à sud-ouest dans le final. Entre 10 et 25 km/h. Il sera donc 3 quarts d'eau, parfois de dos, mais pas suffisant pour faire des bordures. Et par contre, il sera de face dans la ligne droite finale du côté de Limoges. Face, 3 quarts face dans la ligne droite finale. Stratégie, échapper, 4-5 coureurs, je vois pas beaucoup plus, avec sprint à l'arrivée, mais peut-être quelques absents, des coureurs qui sont tombés, des coureurs un petit peu fatigués par cette première semaine de Tour de France. Victoire de l'échappée peu probable, et le coup du kilomètre, c'est pas simple non plus, parce que c'est en faux plat montant. Donc ça va pas être évident. Du côté de mes favoris, j'ai mis Pedersen, toujours bon dans les sprints en faux plat montant. Avec la Lidl Trek, je pense qu'il va rouler toute la journée. Je tente quand même Philipsen. J'ai hésité avec Van Der Poel, mais je pense quand même qu'on va jouer Philipsen au niveau du sprint. Et puis Brian Cocard du côté de la Cofidis, c'est le type de sprint où il est très fort. On se souvient qu'il a gagné un petit peu comme ça sur le Down Under, sur une montée comme ça à 4-5%. C'est vraiment des sprints où il arrive à être très performant. La grosse cote, Corbin Strong du côté d'Israël. Coureur un petit peu sous-estimé, mais qui est pas mauvais non plus. Un peu à la profil à la Daryl Impey, Corbin Strong. Donc coureur très intéressant. Du côté du programme télé, eh bien, le départ fictif, ça sera à partir... hop là, je me suis trompé de page. À partir de 12h30, le sprint intermédiaire entre 14h28 et 14h38. Saint-Pardoux-la-Rivière, zone qui commence à être vallonnée, donc à 70 km de l'arrivée à peu près, entre 15h26 et 15h41. Vigneras à 50 km de l'arrivée entre 16h03 et 16h22. Et l'arrivée est prévue entre 17h07 et 17h32. On se retrouve donc, nous, ce soir, juste après 17h30 pour le débrief sur TikTok, le débrief sur YouTube, comme d'habitude à 21h. Demain, présentation de l'étape numéro 9. Ça s'appelle le Puy-de-Dôme, ça va être costaud. Ça sera dès 7h sur la chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures ce soir. Allez, ciao, ciao sur la Mag Production.